Bonsoir à vous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je souhaite vous raconter l'histoire d'un cas particulièrement troublant qui s'est déroulé en mars 2021 dans un quartier paisible aux abords de Seattle, aux États-Unis. Cette zone résidentielle, réputée pour ses jardins bien entretenus et sa grande convivialité, cachait pourtant une vérité glaçante. Derrière les façades impeccables, certaines ombres peuvent abriter des secrets bien plus sombres qu'on ne l'aurait jamais imaginé. Dans ce dossier, il est question d'une jeune femme, Olivia Carter, qui s'est fiancée à l'homme de ses rêves, James Donovan, sans se douter un seul instant qu'il menait une double vie et qu'il appartenait à l'une des catégories de criminels les plus redoutées, celle des tueurs en série. Je vous invite à soutenir mon travail en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Le récit qui va suivre débute au moment où Olivia Carter, une jeune femme de 26 ans à la silhouette élancée, aux cheveux châtains et aux grands yeux marrons, se préparait à vivre l'un des plus beaux moments de sa vie. Graphiste dans une petite entreprise technologique, elle avait toujours nourri une passion pour la photographie et la randonnée. Dans son quotidien, elle semblait parfaitement épanouie. Après avoir terminé ses études, elle s'était installée dans ce quartier tranquille pour se rapprocher de sa famille, notamment de sa sœur cadette, Melissa Carter. Melissa, âgée de 23 ans et dotée d'un esprit analytique prononcé, poursuivait des études de psychologie. Les deux sœurs avaient grandi dans une famille aimante et solidaire, et chacune s'épanouissait à sa manière. Olivia trouvait son bonheur dans la création artistique, Melissa dans l'exploration de l'âme humaine. Grâce à leurs centres d'intérêt respectifs, elles se complétaient et entretenaient une relation très fusionnelle, presque complice. Il y a un peu plus d'1 an, Olivia avait fait la connaissance de James Donovan. Les circonstances exactes de leur rencontre n'étaient pas particulièrement mystérieuses. Ils s'étaient croisés dans un café local où Olivia aimait aller travailler de temps à autre pour échapper à la routine de son bureau. James, de 3 ans son aîné, travaillait alors comme consultant indépendant en informatique. Avec sa chevelure noire soigneusement coiffée, ses traits de visage anguleux et son air posé, il dégageait une impression de confiance et de maîtrise de soi. Rapidement, il s'était montré charmant et plein d'attention à l'égard d'Olivia, et tous deux avaient entamé une relation que la jeune femme qualifiait volontiers de « parfaite ». D'emblée, les proches d'Olivia avaient été conquis. James semblait être l'incarnation du futur gendre idéal. Il se montrait toujours poli, savait écouter et évoquait souvent ses projets d'avenir, qui incluaient invariablement la présence d'Olivia. Le couple avait aménagé ensemble dans une maison de plain-pied, située à l'extrémité d'une rue bordée de magnolias. Tout annonçait des jours heureux. Olivia avait déjà prévu de rénover le coin jardin pour y cultiver des fleurs sauvages et y installer un petit banc. Des voisins bienveillants, qui entretenaient des contacts chaleureux avec le jeune couple, saluaient volontiers James lorsqu'il sortait faire un jogging matinal. Personne ne se serait douté une seule seconde que, derrière ce tableau idyllique, se préparait un drame d'une ampleur insoupçonnée. Cette tragédie ne se limita pas à un simple homicide. Elle révélait l'existence d'un tueur en série présent dans les environs, dont les motivations profondes allaient peu à peu se dévoiler. Tout commença par de petites anicroches, presque imperceptibles. James, qui travaillait certes souvent pour diverses entreprises et se déplaçait parfois hors de l'État, s'absentait de plus en plus fréquemment et à des moments inattendus. Il expliquait ses déplacements par de nouvelles missions ou des rendez-vous imprévus avec des clients. Olivia, foncièrement confiante, ne voyait pas de raison de s'alarmer. Ses proches, en particulier sa sœur Melissa, remarquaient néanmoins une corrélation étrange. Ses absences coïncidaient parfois avec l'annonce dans la presse de disparition ou de meurtres non résolus,
touchant principalement de jeunes femmes dans des villes voisines. Bien sûr, aux premiers abords, établir un lien direct paraissait si invraisemblable que chacun balayait vite l'idée d'un rapprochement malsain. Pourtant, il arriva un moment où de simples coïncidences prirent la forme de signes troublants. Melissa, de par ses études en psychologie, se passionnait pour la compréhension du comportement humain. Au cours de dîners de famille ou de rencontres conviviales, elle prêtait une attention particulière à ce que disait James, à sa façon de réagir aux informations, aux faits divers, aux méthodes policières. Bien souvent, il posait des questions apparemment anodines. Comment la police pouvait-elle reconstituer une scène de crime? Quels facteurs déterminaient la crédibilité d'un alibi, etc. Au début, tout le monde pensait que c'était le simple fruit d'une curiosité générale, éventuellement liée à l'omniprésence des séries policières à la télévision. Pourtant, Melissa se rendit compte progressivement que James insistait sur des points très spécifiques, qu'il s'intéressait au stress que ressentaient les suspects lors d'un interrogatoire et aux moindres erreurs qui pouvaient les trahir. Elle trouva étrange qu'il s'informe autant, sans raison professionnelle particulière. Ayant un esprit cartésien, elle se dit que peut-être James envisageait de rédiger un article ou qu'il nourrissait quelque fascination pour les affaires criminelles, comme tant d'autres personnes. Cependant, un sentiment diffus d'inquiétude commença à l'habiter. Son instinct, forgé par les cours de psychologie criminelle, l'incita à ne pas balayer trop vite ses interrogations persistantes. Un jour, Melissa tomba par hasard sur un dossier ancien, en faisant des recherches pour un mémoire. Elle se trouvait dans la bibliothèque de la faculté et cherchait des articles sur la façon dont les meurtriers en série sont profilés par les enquêteurs. Elle tomba sur un article relatant une série de meurtres qui avaient eu lieu quelques années plus tôt dans un autre État, relativement éloigné. Les victimes étaient toutes de jeunes femmes tuées selon un mode opératoire à la fois brutal et particulier. L'agresseur s'arrangeait pour laisser très peu de traces, et la police n'avait jamais pu établir un portrait robot fiable. Elle remarqua toutefois que la presse locale de l'époque avait mis en avant un enregistrement flou de vidéosurveillance, montrant une silhouette masculine entrant dans un immeuble peu avant qu'une des victimes ne disparaisse. Au départ, elle examina l'image sans trop y croire, mais son sang ne fit qu'un tour. La carrure générale, la coiffure, même la posture rappelaient fortement James. Bien sûr, la qualité de la vidéo était médiocre et l'image ne montrait pas clairement le visage, alors cette ressemblance pouvait n'être que fortuite. Néanmoins, l'idée commença à germer dans l'esprit de Melissa qu'il se tramait peut-être quelque chose de bien plus sombre autour de James. Le doute, une fois semé, ne la laissa plus en paix. Elle chercha d'autres articles faisant référence à cette ancienne affaire, compulsa des archives, recoupa des détails. Plusieurs victimes présentaient un point commun. Elles avaient toutes des yeux foncés, et la plupart avaient entre 25 et 30 ans. Or, Melissa ne put s'empêcher de noter que sa propre sœur, Olivia, répondait parfaitement à ce profil. Au milieu de la nuit, prise de panique, elle relut ses articles en se persuadant que ses conclusions étaient trop extravagantes. Pourtant, elle réalisa que les dates des meurtres coïncidaient parfois avec les pérégrinations lointaines de James, qui mentionnait ici et là une « mission de conseil » dans un État voisin. Elle se souvenait d'avoir vu chez lui des souvenirs de voyage qu'il ne semblait pas vraiment chérir, comme s'ils étaient achetés à la hâte, juste pour nourrir l'alibi d'un déplacement ordinaire. Tandis que Melissa menait sa petite enquête, Olivia, de son côté, était submergée par les préparatifs de son mariage. James, qui jusque-là avait manifesté une affection apparemment sincère, participait à ces préparatifs avec un enthousiasme modéré. Il se défaussait souvent en expliquant qu'il avait beaucoup de travail, qu'il devait préparer de nouveaux contrats. Olivia s'efforçait de comprendre et n'y voyait pas un signe de désintérêt. Elle lui pardonnait sans difficulté ses absences. C'était un homme très occupé. Son emploi du temps restait imprévisible.
Lorsqu'ils se retrouvaient, il se montrait toujours prévenant, lui demandait comment avançait la décoration, s'intéressait aux détails du traiteur, et surtout la couvrait de compliments, si bien qu'Olivia se sentait rassurée. Elle se disait qu'il valait mieux qu'ils bossent dur maintenant, pour qu'ils aient la vie plus confortable plus tard. Parfois, quand elle l'appelait durant ses soi-disant déplacements, il répondait tard, ou dans un souffle, prétextant une réunion de dernière minute. Elle ne mettait pas sa parole en doute, fidèle à son habitude de voir le bon côté des choses. Ce fut un samedi matin, alors qu'Olivia rangeait ses affaires dans la chambre qu'elle partageait avec James, qu'elle tomba sur un disque dur externe dissimulé dans un tiroir de la commode. Curieuse, elle le brancha rapidement à son propre ordinateur, mais découvrit qu'il était protégé par un mot de passe. Elle ne s'en émut pas, outre mesure. Après tout, James était consultant en informatique. Posséder des disques sécurisés n'avait rien d'exceptionnel dans son secteur. Elle préféra donc remettre le disque à sa place, comme si de rien n'était. Au cours des jours qui suivirent, l'image de ce mystérieux disque dur trottait toutefois dans son esprit. Mélissa, en lui parlant de ses soupçons diffus, l'encouragea à rester vigilante. Olivia, d'abord agacée par l'insistance de sa sœur, finit par accepter de jouer les détectives. Comme elle avait quelques compétences de base en informatique, un bagage acquis par curiosité personnelle, mais aussi grâce à sa pratique du graphisme, elle parvint à forcer partiellement la protection du disque et tomba de haut. Elle découvrit un véritable dossier, compilant photos, coupures de presse, références à des affaires de disparition et de meurtre. Nombre de ces documents remontaient à plusieurs années. À première vue, cela ressemblait à un macabre inventaire de faits divers. Mais à y regarder de plus près, on s'apercevait qu'ils avaient tous un lien. Les victimes étaient de jeunes femmes aux yeux bruns. Pire encore, certains clichés semblaient avoir été pris par James lui-même. On y distinguait des scènes urbaines, des détails inquiétants et, parfois, des visages. En poursuivant ses investigations, Olivia comprit que ces femmes réapparaissaient ensuite dans des articles relatant des agressions mortelles. La chair de poule la gagna, son cœur tambourina dans sa poitrine. Elle se refusait à croire que son fiancé pouvait être derrière ces atrocités. Néanmoins, tout désignait James. La période couverte par ces documents correspondait à ses divers déplacements, et le profil de victime, si constant, paraissait minutieusement sélectionné. Certains éléments découverts dans ce dossier montraient aussi un intérêt malsain pour la manière dont les enquêtes policières étaient menées et pour la manière d'échapper aux soupçons. Olivia ne sut comment réagir. Devait-elle tout de suite confronter James? Appeler la police? Confier ses doutes à Mélissa? Dans un élan de panique, elle appela d'abord sa sœur, qui, elle, n'hésita pas une seconde avant de suggérer d'avertir les forces de l'ordre. Les deux sœurs prirent la décision de se retrouver dans la maison familiale, où habitait encore un proche parent, pour parler calmement et s'assurer que James ne serait pas dans les parages. À cet instant précis, Olivia craignait qu'il ne découvre qu'elle avait fouiné, et elle redoutait sa réaction. Ce mélange de sidération, de chagrin et de peur la paralysait. Elle avait aimé cet homme, se sentait liée à lui par un attachement profond, et voilà que le sol se dérobait sous ses pieds. L'homme qu'elle considérait comme son compagnon de vie était potentiellement un meurtrier sanguinaire, un prédateur qui aurait déjà fait de multiples victimes. Le cauchemar était tel qu'elle avait du mal à réaliser qu'il s'agissait de sa réalité. Une fois Mélissa mise au courant du contenu du disque dur, la jeune étudiante en psychologie contacta l'un de ses professeurs, grand connaisseur de criminologie, qui lui recommanda de ne surtout pas agir seule. Mieux valait confier immédiatement ce dossier aux autorités compétentes, sous peine de s'exposer à de graves dangers. C'est ainsi qu'une rencontre fut organisée, en toute discrétion, avec l'enquêteur principal qui officiait à ce moment-là au commissariat de police local. Cet enquêteur, un homme méthodique d'une quarantaine d'années, qu'on décrivait comme un vétéran de la brigade criminelle,
prit la situation très au sérieux dès les premières minutes de l'entretien. Il examina les éléments qu'Olivia avait pu extraire du disque dur, articles, photographies, notes compilées. Tout laissait croire à un comportement obsessionnel, à une véritable fixation sur un type bien précis de victime. Pire encore, une partie des articles provenaient de multiples États, et certaines affaires récentes étaient répertoriées en détail. L'enquêteur comprit vite qu'il pouvait se trouver face à l'un de ces tueurs en série itinérants, difficile à coincer précisément parce qu'il changeait souvent de lieu d'opération et n'avait jamais attiré l'attention des forces de l'ordre dans la région de Seattle. Les indices collectés par Melissa et Olivia dépassaient déjà le stade d'un simple soupçon. Il s'agissait probablement de la piste la plus solide jamais découverte dans un ensemble de meurtres dont les enquêteurs s'arrachaient les cheveux depuis plus d'une décennie. Avant même de procéder à l'arrestation de James, la police souhaitait accumuler davantage de preuves pour éviter tout faux pas qui aurait pu lui permettre de prendre la fuite. L'enquêteur principal forma une petite cellule de crise avec quelques collègues spécialisés dans l'analyse criminelle, la cybercriminalité et le recoupement d'informations inter-États. L'un de ses collègues, un analyste rigoureux, s'employa à établir une chronologie précise des déplacements de James. Chaque fois qu'il déclarait partir pour un rendez-vous professionnel, on examinait les rapports d'agences de voyage, les relevés d'hôtels, voire les péages routiers. Les résultats furent sans appel. Sur certains lieux de crime, James se trouvait dans le même secteur, au même moment. C'était trop de coïncidences pour n'être qu'un simple hasard. Pendant quelques jours, un climat de tension régna dans ce quartier d'ordinaire si paisible. Les autorités progressaient prudemment, veillant à ne pas éveiller les soupçons de James. Celui-ci vaquait à ses occupations habituelles, sans se douter que les regards de ses voisins et de la police se faisaient plus insistants. Un soir, alors qu'il se trouvait dans un bar non loin de la maison, les enquêteurs décidèrent de prendre le risque de perquisitionner discrètement le domicile pour y chercher des preuves supplémentaires. Accompagnée de Melissa, Olivia s'était éclipsée pour la nuit afin de ne pas être mêlée directement à cette opération. Les limiers espéraient mettre la main sur des objets ou des documents pouvant corroborer les soupçons. Armes, souvenirs macabres, traces ADN. Malgré une fouille minutieuse, ils ne découvrirent rien de véritablement accablant dans les pièces principales, si ce n'est une malle verrouillée dans le sous-sol, dont ils remirent l'ouverture à plus tard, préférant d'abord recueillir un maximum d'éléments légaux pour couvrir tous les aspects de la procédure. Il était hors de question d'utiliser des méthodes illégales qui risqueraient d'invalider les preuves devant un tribunal. Les enquêteurs se montrèrent donc particulièrement méticuleux et respectueux de la chaîne de preuves, conscients qu'un tueur de cette envergure méritait une enquête irréprochable. Le lendemain matin, la police obtint un mandat en bonne et due forme pour ouvrir la malle. Le contenu, découvert dans la journée, glaça le sang de tous ceux qui en eurent connaissance. Des vêtements de différentes tailles et styles qui pouvaient appartenir à plusieurs victimes, quelques objets personnels comme des bijoux ou des carnets intimes et, pire encore, une liasse de photographies Polaroid montrant des femmes semblant inconscientes, voire mortes, prises dans des lieux divers. Les enquêteurs comprirent que James aimait conserver des trophées, comme certains tueurs en série le font pour revivre leurs crimes. Autant dire que ces trouvailles constituaient une preuve tangible de sa culpabilité, au moins pour plusieurs meurtres. La police fut contrainte d'agir vite. Dès que James se rendrait compte que quelqu'un avait fouillé la maison, il essaierait certainement de fuir. Les autorités contactèrent en urgence Olivia pour la mettre en sécurité. Elle redoutait que James, se sachant démasqué, tente de s'en prendre à elle. À l'époque, personne ne connaissait l'étendue de sa folie et de son sang-froid, mais mieux valait prendre les précautions maximales. La cellule de crise dépêcha alors sur place une unité d'intervention rapide.
Durant cette journée, un climat d'angoisse pesait lourdement sur la communauté locale, bien qu'aucune annonce publique n'eût été faite. Il convenait d'empêcher toute fuite de James sans alerter outre mesure la population, afin de le prendre au piège le plus sereinement possible. Les coéquipiers de l'enquêteur principal se placèrent en planque à proximité de la maison, ainsi qu'aux issues de la rue bordée de magnolias. Ils savaient que James rentrerait sans doute chez lui avant la fin de la journée. Effectivement, dans l'après-midi, un voisin attentif signala qu'il venait d'apercevoir James garer sa voiture devant la maison. L'alerte fut donnée aux policiers sur place. L'homme sortit du véhicule, jeta quelques regards autour de lui, d'un air plus soucieux qu'à l'ordinaire. Peut-être avait-il déjà un doute, pressentait-il qu'une machination se tramait contre lui. Il rejoignit la porte d'entrée et l'unité d'intervention resserra son dispositif. D'après les témoins oculaires, dès que James franchit la porte, il sembla réaliser que quelque chose ne tournait pas rond. La serrure portait des traces de manipulation. Quelques objets étaient déplacés de leur place habituelle. Il n'eut pas le temps de réagir davantage. Déjà, les policiers sortèrent de l'ombre et se positionnaient devant chaque issue. Surpris, James tenta de fuir par l'arrière de la maison, bondissant par la porte du garage. Mais là aussi, une équipe d'intervention l'attendait. Il n'eut pas l'occasion de se défendre sérieusement. 2 officiers se jetèrent sur lui, l'immobilisant au sol. Interpellé en flagrant délit de tentative de fuite, il fut menotté, conduit vers une voiture banalisée, puis emmené en garde à vue. Ainsi tomba le masque de l'homme parfait, du gendre idéal que les proches d'Olivia avaient si bien accueilli. Dans les heures et les jours qui suivirent, l'affaire prit une ampleur incroyable. Les médias locaux, friands de sensations fortes, rapportèrent la nouvelle d'une arrestation spectaculaire dans cette banlieue paisible. Bien que le nom de James Donovan n'ait pas été immédiatement révélé dans la presse, les journalistes insistaient déjà sur les multiples charges pesant contre lui, des soupçons de meurtres en série, s'étendant sur plusieurs années et plusieurs États. Une enquête de grande envergure fut lancée, regroupant les forces locales, mais aussi des agents fédéraux, car on suspectait une criminalité transfrontalière. Dès le départ, on estima à au moins 5 ou 6 victimes confirmées, chiffre qui risquait d'augmenter au fur et à mesure que l'on recenserait des dossiers non résolus correspondant au même mode opératoire. Pendant ce temps, Olivia fut placée sous la protection policière. Sous le choc, elle essaya de coopérer du mieux possible, même si elle craignait de découvrir que James, l'homme qu'elle croyait connaître, avait prémédité sa destruction. Dans la phase de l'instruction, l'enquêteur principal interrogea de nombreux témoins dans le voisinage. La plupart décrivaient James comme un homme aimable et discret, ne cherchant pas spécialement à se faire remarquer. Une personne déclara simplement qu'elle avait toujours ressenti un léger malaise en sa présence, sans pouvoir vraiment l'expliquer. D'autres, au contraire, ne tarissaient pas d'éloges à son sujet, relatant des anecdotes où il avait dépanné des habitants, en réparant un ordinateur ou en proposant son aide pour des travaux de bricolage. Cette dualité entre le tueur présumé et l'ami serviable laissait tout le monde stupéfait. Certains voisins se sentirent ainsi même coupables de ne rien avoir soupçonné plus tôt. De son côté, Olivia fournit à la police une liste complète des déplacements de James depuis leur installation dans cette maison. L'analyse de ces renseignements croisés avec ceux recueillis grâce à la perquisition permit de mettre en évidence plusieurs voyages pendant lesquels des disparitions de jeunes femmes avaient été signalées. Petit à petit, se dessinait un portrait d'un criminel rusé, déterminé, s'étant forgé un mode opératoire précis, identifier une femme correspondant à son idéal ou son obsession, la suivre, attendre le moment opportun, puis la piéger. Il laissait ensuite peu d'indices derrière lui, changeant de ville, d'hôtel et retournant parfois à une vie banale pour se faire oublier. Les documents retrouvés chez lui laissaient penser
qu'il prenait un certain plaisir à observer l'agitation des enquêteurs, à documenter leurs méthodes. On y voyait même des annotations macabres qui témoignaient d'un désir de toujours s'améliorer, afin d'éviter toute erreur fatale, comme s'il vivait dans un perpétuel jeu de chat et de souris avec la police. Après plusieurs jours d'audition, de confrontation d'indices et de vérification, James fut formellement mis en examen pour assassinat et enlèvement, ainsi que pour suspicion de multiples homicides. L'équipe de la défense, commise d'office pour le représenter, se retrouva devant un dossier accablant. Les avocats, cherchant d'abord à évaluer la santé mentale de leur client, le soumirent à des expertises psychologiques. Les médecins qu'ils consultèrent durent constater que, bien que James présente des traits de personnalité antisociaux, il n'était pas délirant au sens psychiatrique du terme. Autrement dit, il était apte à être jugé, et ses gestes relevaient d'une planification calculée, non d'un épisode psychotique. Les procureurs, de leur côté, réunissaient fébrilement toutes les preuves matérielles, associant chaque effet personnel retrouvé chez James à l'identité d'une victime déclarée disparue. La liste des charges s'alourdissait au fil des semaines. Plus on approfondissait ses antécédents, plus on débusquait des indices, prouvant son implication dans des meurtres non élucidés. Différents services de police à travers le pays communiquaient entre eux pour confirmer ou infirmer certaines hypothèses, si bien que le nombre de victimes potentielles augmentait. Les médias titraient déjà sur « un nouveau tueur itinérant démasqué », alimentant l'angoisse populaire. Lorsque le procès débuta enfin, l'affaire suscita un engouement tel qu'il fallut réquisitionner une salle d'audience spacieuse pour accueillir le public et la presse. L'accusé apparut dans un costume sobre, encadré par 2 gardiens, le visage fermé. Dans la salle, Olivia et Melissa se tenaient auprès de quelques proches, l'air terriblement bouleversés. On leur avait accordé une place spéciale, compte tenu de leur statut de témoin clé pour l'accusation. La procureure, une juriste réputée pour son éloquence et sa ténacité, entama sa plaidoirie en décrivant un être manipulateur, profitant de son image lisse pour masquer un appétit morbide et cruel. Elle présenta les preuves matérielles, détaillant soigneusement comment chaque objet saisi chez James renvoyait à une victime précise, mentionnant la provenance des vêtements, la correspondance avec les disparitions signalées dans différentes juridictions, ou encore les analyses d'ADN menées sur les échantillons prélevés dans la malle du sous-sol. La défense tenta de contester la validité des perquisitions, arguant que certaines étapes de la procédure pouvaient être entachées d'irrégularités. Toutefois, l'enquêteur principal, appelé à la barre, expliqua clairement comment lui et son équipe avaient obtenu chaque mandat et respecté scrupuleusement les protocoles légaux, invalidant ainsi les arguments de la partie adverse. Les témoignages furent nombreux. Certains provenaient de familles de victimes, d'autres de collègues d'anciennes entreprises qui avaient employé James temporairement. Tous décrivaient un individu différent, tantôt sympathique, tantôt distant. Une témoin raconta qu'elle avait eu une brève relation amoureuse avec lui avant qu'il ne disparaisse du jour au lendemain, sans explication, et que, peu de temps après son départ, une autre femme du quartier avait été assassinée. Ce témoignage glaçant soulignait la capacité de James à mener une double vie en changeant de région et d'identité. Les procureurs insistèrent sur son habileté à manipuler la technologie pour masquer ses traces. Ils présentèrent notamment des relevés téléphoniques, prouvant qu'il utilisait des téléphones jetables et se connectait à des réseaux Wi-Fi publics pour dissimuler sa position réelle. Tout montrait que cette traque meurtrière n'était pas qu'un défoulement pulsionnel incontrôlé, mais plutôt une stratégie froide, patiemment orchestrée. Le juge, saisissant la gravité de la situation, donnait aux 2 parties l'espace nécessaire pour exposer tous les éléments, bien conscient que l'issue du procès aurait un impact considérable, non seulement pour la famille d'Olivia,
mais aussi pour le sentiment de sécurité de toute la communauté. Le témoignage le plus éprouvant fut sans doute celui d'Olivia elle-même. Appelée à la barre, elle dut raconter comment elle avait découvert le dossier compromettant sur le disque dur, comment son fiancé se montrait curieux à l'excès des enquêtes criminelles et de leurs éventuelles failles, et comment elle s'était longtemps bercée d'illusions. La gorge serrée, elle narra sa stupeur, sa douleur et sa terreur, la peur rétrospective qu'elle ressentait en imaginant ce qui aurait pu lui arriver. À maintes reprises, elle fut submergée par l'émotion, forçant la juge à suspendre brièvement l'audience pour lui laisser reprendre son souffle. Les journalistes présents dans la salle guettaient la moindre de ses paroles, notant chaque sanglot, chaque silence éloquent. Pour tout le monde, cette femme représentait la rescapée, la victime potentielle ultime d'un tueur en série qu'on suspectait d'avoir déjà fait couler beaucoup trop de sang. Quand le moment fut venu de plaider, l'avocat de la défense chercha à minimiser certaines preuves, arguant que leur client n'avait avoué aucun meurtre et qu'il n'existait pas de vidéo concrète le montrant en flagrant délit. Il essaya même de suggérer qu'une partie des objets retrouvés chez James aurait pu être déposés à son insu ou acquis dans des marchés aux puces, et qu'il n'existait aucun témoignage direct ni aucune caméra le filmant en train de commettre un acte criminel. Cependant, l'accumulation de preuves circonstancielles, renforcée par la découverte de trophées et par la concordance de plusieurs analyses ADN, formait un véritable étau judiciaire que même le plus habile plaidoyer ne pouvait ébranler. Les journaux du soir résumaient ce duel à la cour comme la confrontation entre la réalité la plus noire et la défense la plus désespérée. L'instructeur médico-légal, appelé à la barre, expliqua comment les vêtements saisis dans la malle correspondaient au sang ou aux traces biologiques de différentes femmes répertoriées comme disparues ou assassinées ces dernières années. Chaque nouvelle information condamnait un peu plus James Donovan. À la fin du procès, après plusieurs semaines de débats acharnés, de témoignages poignants, de confrontations techniques et émotionnelles, le jury délibéra pendant 2 jours. Lorsque la sentence tomba, l'accusé fut reconnu coupable de l'ensemble des meurtres pour lesquels des preuves irréfutables avaient été produites, ainsi que de plusieurs autres chefs d'accusation liés aux enlèvements et à la séquestration de victimes. La juge prononça une peine de réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Dans l'enceinte du tribunal, un silence solennel s'installa. Les familles des victimes ressentirent un mélange de soulagement et de douleur à l'idée que la perte de leurs proches restait irréversible, mais que justice avait été rendue. Olivia, quant à elle, vivait un cocktail émotionnel indescriptible, entre l'horreur d'avoir frôlé la mort, la colère de s'être fait abuser et le besoin de faire le deuil de la vie qu'elle imaginait partager avec James. La suite de l'histoire fut marquée par de longues procédures administratives et judiciaires. Plusieurs services de police d'autres États cherchèrent à le relier à des meurtres ou disparitions survenues dans leur juridiction. Certains dossiers furent rouverts, notamment ceux de femmes ayant disparu dans des conditions similaires, avec la même absence d'indices. James Donovan, désormais détenu dans une prison de haute sécurité, n'avait plus la liberté de voyager pour échapper à la justice, mais son dossier demeurait l'objet d'une enquête tentaculaire. Olivia dut vendre la maison où elle avait emménagé avec lui, incapable de supporter les souvenirs et la peur refoulée qui l'assaillait dès qu'elle en franchissait le seuil. Elle retourna vivre quelque temps avec sa sœur, Melissa, et un proche parent, cherchant à se reconstruire, à panser ses blessures invisibles. Les médias exploitèrent massivement l'affaire, la transformant en véritable affaire nationale, certains y voyant presque un scénario digne des séries criminelles. Dans les mois qui suivirent,
Melissa se mobilisa aux côtés d'un groupe d'étudiantes en psychologie pour sensibiliser la population aux signes avant-coureurs de comportements criminels. Elle donna des conférences sur la manière dont un psychopathe, d'apparence charmant, pouvait en réalité dissimuler des penchants meurtriers. Cette tragédie n'avait pas détruit le lien fort entre les deux sœurs. Au contraire, elles s'encourageaient mutuellement. Olivia, soutenue par un suivi psychologique, tâchait de reprendre progressivement goût à la vie, même si elle demeurait marquée par un profond traumatisme. Elle n'avait jamais soupçonné une telle noirceur chez celui qu'elle avait aimé, et cette révélation la laissait désormais prudente, presque méfiante, à l'égard des nouvelles rencontres. Certains habitants du quartier restaient bouleversés par l'idée qu'ils côtoyaient un tueur en série, sans rien soupçonner. Ils eurent parfois des difficultés à faire confiance aux inconnus, ou même à leurs propres amis. Cette arrestation provoqua une prise de conscience collective. Tout le monde s'interrogea sur la nature du mal, sur la possibilité que le plus atroce des criminels puisse, en apparence, vivre comme un voisin poli et serviable. Des associations locales s'organisèrent pour proposer une aide psychologique aux personnes choquées, tandis que d'autres institutions mirent en place des ateliers de formation sur la sécurité personnelle, incitant les habitantes et les habitants à signaler tout comportement suspect. Au niveau judiciaire, le dossier James Donovan servit d'exemple dans plusieurs conférences policières, où l'on étudia les méthodes d'un tueur itinérant ayant su tirer parti des failles de communication entre différents services d'enquête. On souligna à quel point il était crucial d'améliorer la coopération entre juridictions, afin de ne plus laisser les serial killers profiter de la longueur des procédures bureaucratiques. Le nom de James Donovan devint tristement associé à cette carence, poussa les autorités à multiplier les bases de données partagées et à développer des protocoles d'alerte inter-États. En somme, malgré les dégâts humains et moraux, l'arrestation de James Donovan impulsa aussi un élan de réforme dans la lutte contre la criminalité. Ce fut là l'un des rares aspects positifs tirés de cette affaire macabre. Quant à Olivia, elle mit du temps à se remettre. Il lui fallut des mois pour se défaire de ce mélange de culpabilité et de honte qui l'assaillait. Elle se reprochait de n'avoir pas vu venir le danger plus tôt, même si, rationnellement, elle savait que James était un manipulateur hors pair et que quiconque aurait pu se laisser prendre à son charme lisse. Soutenue par sa famille, elle se réinscrivit à des ateliers de créativité, retrouvant peu à peu le chemin de sa passion pour le dessin et la photographie. Les randonnées en pleine nature, autrefois source de joie, devinrent un sujet délicat, car elle redoutait de s'aventurer seule loin de la ville. Progressivement, elle se rapprocha d'autres personnes qui avaient été victimes d'hommes violents, s'investissant dans une association de soutien aux femmes. Cela l'aida à briser le sentiment de solitude qui parfois l'envahissait et à échanger avec des personnes ayant traversé des tourments psychologiques. Pour cette jeune femme, la route vers la reconstruction restait longue, mais elle était déterminée à s'en sortir pour honorer la chance qu'elle avait eue d'échapper au pire. Aujourd'hui, alors que l'on considère officiellement l'affaire comme résolue, certains journalistes continuent de fouiller l'histoire, espérant trouver de nouveaux éléments sur la vie de James Donovan ou sur son passé familial. Les reportages se multiplient, parfois à la limite du sensationnalisme. Pour beaucoup de citoyens, ce drame rappelle que, derrière, le sourire d'un individu sociable peut se cacher un esprit dérangé, que la normalité apparente n'est parfois qu'un déguisement. Le quartier, de son côté, panse lentement ses plaies. Au printemps suivant, les magnolias ont refait leur floraison, et la vie a repris son cours. Mais on ressent toujours un petit frisson lorsqu'on évoque le souvenir de cet homme, jadis fiancé à l'une des filles du quartier. Un homme qui menait en réalité une existence entièrement vouée à la prédation. Les voisins se parlent désormais avec un peu plus de méfiance, veillent les uns sur les autres
et n'hésite plus à appeler la police au moindre comportement étrange. Autrement dit, ce scandale a brisé l'illusion d'un havre de paix où rien de mal ne pouvait arriver. Quant à Mélissa, elle obtint brillamment son diplôme de psychologie et se spécialisa dans l'étude des criminels violents, nourrie par l'amer souvenir de cette affaire qui avait tant bouleversé sa famille. Elle fit de la compréhension du comportement des tueurs en série son cheval de bataille, espérant mieux cerner la façon dont ils manipulent leur entourage. À travers ses interventions, elle rappelle inlassablement qu'il faut prêter attention à certains signaux, à ces questions insistantes, à ces étranges coïncidences qui finissent par s'aligner pour révéler une sombre vérité. Elle ne craint plus d'exposer ses découvertes, bien consciente que l'on peut sans le vouloir sauver des vies en osant dénoncer l'invraisemblable. Pour conclure cette histoire éprouvante, je me sens pleine d'émotions. J'ai vécu toutes ces révélations, les doutes, puis les certitudes, avec une intensité que je n'aurais jamais imaginée. C'est un rappel que, parfois, la réalité dépasse largement la fiction. Je vous remercie d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout et de m'avoir accordé votre attention. Je vous invite à continuer de parcourir ma chaîne, car d'autres affaires, tout aussi troublantes, y sont déjà disponibles ou en préparation. J'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles histoires vraies de crimes. En attendant, prenez soin de vous, soyez prudents dans vos relations et n'hésitez pas à venir découvrir les autres enquêtes qui vous permettront de mieux saisir les mécanismes de la criminalité. De tout mon cœur, je vous dis à bientôt et merci encore.